Amis de la masse, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Chronique du Doc. Aujourd'hui, on va faire un question-réponse, le deuxième depuis le coronavirus. Générique. Don't know what's like it. I've been on the side too long. Don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. Depuis qu'on est tous confinés chez nous, vous êtes nombreux à vous poser des questions, à m'avoir posé des questions, et donc j'en ai sélectionné quelques-unes pour essayer d'y répondre et d'apporter quelques éléments de réponse, on va dire, informatifs. On va parler de plusieurs choses. Premièrement, de l'intérêt des masques. Deuxièmement, des différents traitements autres que la chloroquine à l'étude. Troisièmement, du décubitus ventral. Pourquoi est-ce que dans les réanimations, on voit des patients qui sont sur le ventre? Quatrièmement, on va parler aussi, les gens me posent beaucoup la question, où sont passés les autres patients? Est-ce que depuis qu'il y a le coronavirus, les gens ne sont plus malades d'autre chose? On va voir où est-ce que sont passés ces gens-là. Cinquièmement, on va voir aussi le déconfinement, comment est-ce que ça va se passer et comment va être finalement l'après-coronavirus, en sachant que ce sont bien sûr des hypothèses. Et enfin, est-ce qu'on peut se recontaminer avec le coronavirus ou est-ce qu'une fois qu'on l'a acquis, une fois qu'on a été infecté, est-ce qu'on est, entre guillemets, sorti d'affaire si tout s'est bien passé? Première question, c'est la question la plus posée, quelle est l'utilité des masques? Alors, outre les masques chirurgicaux ou les masques FFP2 qu'on a à l'hôpital, je vais rapidement y revenir, il y a les masques en tissu ou les différents masques de fortune qu'on peut trouver, masques de chantier, écharpes, en tout cas tout ce qui va être protection au niveau de la bouche. Pour rappeler, le coronavirus, c'est un virus qui se transmet par les particules émises dans l'air, dans la salive, dans toutes les sécrétions qui vont provenir au niveau du visage, que ce soit les postillons, que ce soit la salive, les particules aussi qui sont présentes dans l'air quand je parle. Là, il n'y a personne en face de moi à part mon téléphone, mais s'il y avait quelqu'un en face et que je suis contaminé, potentiellement, je peux lui envoyer des particules de virus. Alors il faut savoir que le virus, il est tout petit, il est microscopique, mais même plus que microscopique, il est nanoscopique. En gros, il est vraiment extrêmement petit, et donc c'est pour ça que les différents masques, qui sont avec des fibres qui sont de différentes épaisseurs pour en fait pouvoir filtrer le plus efficacement possible le virus. Les deux types de masques qu'on retrouve à l'hôpital, c'est premièrement le masque chirurgical. C'est celui que j'ai ici. Il a un maillage qui est très fin, mais il laisse quand même passer des sécrétions, puisqu'en plus il n'est pas hermétique. Si je le porte, vous voyez que au niveau des côtés, par exemple, il y a des espaces et donc ça ne permet pas d'empêcher en fait le virus de passer autour de ce masque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ce type de masque, je protège les autres puisque tous mes postillons, toutes mes sécrétions au niveau du nez ou de la bouche vont être arrêtées à l'intérieur, mais je peux potentiellement, si je vais voir un patient et qu'il y a de fortes sécrétions dans l'air, me contaminer parce que ça peut passer au travers des trous, mais ça ne passera pas bien sûr au travers de la fibre. Le deuxième type, c'est le FFP2, c'est le fameux masque canard. Celui-là, pour le coup, à la fois il est filtrant, c'est-à-dire qu'il filtre l'air que moi je vais envoyer, mais il va aussi filtrer l'air que je vais recevoir, puisque théoriquement il est censé être hermétique, ou en tout cas quasiment hermétique, puisqu'il est adapté au contour du visage. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il faut se raser la barbe si on met des masques, parce que si on a une grosse barbe, le masque n'est plus hermétique et donc ça peut passer. Donc ce masque il filtre l'air, ça veut dire que le virus il ne peut pas rentrer dedans, donc théoriquement je suis protégé. Alors après il y a aussi les sécrétions qu'on peut se prendre dans les yeux, il y a aussi si je touche les sécrétions au niveau de mes mains et qu'ensuite j'enlève mon masque et que je me mets la main à la bouche, je peux aussi attraper le virus de cette façon-là. Mais bon, si on met des gants, si on se lave les mains et si en fait on se touche pas le visage et qu'on met des lunettes, on est protégé. Donc le bémol dans tout ça, c'est que finalement les masques, on n'en a plus beaucoup, des masques entre guillemets officiels, et donc il y a tout un tas de masques qui sont dits de fortune, des masques en tissu, des masques en coton, des masques en lin, avec tout un tas de matériaux qu'on a trouvés pour en fait essayer de limiter. Il y a eu un petit débat puisqu'on s'est dit, oui mais il y a des études qui ont montré que ces masques ne marchent pas. En gros, effectivement c'est vrai, il y a une vidéo qui a circulé où une personne teste avec un spray, un aérosol, et il voit qu'en fait à part les masques hospitaliers entre guillemets officiels, les sprays passent en fait à travers le masque. Malgré tout, il y a quand même une chose qu'il faut noter, c'est que même si ça permet d'en enlever une petite partie et d'empêcher un certain pourcentage de contamination, de transmission des particules, c'est quand même efficace. Parce qu'effectivement, certes, c'est pas parfait, mais en sachant que c'est toujours mieux que rien. Si vous avez rien du tout, vous prenez tout. Si vous avez un masque en tissu ou une écharpe, il y a quand même un certain pourcentage des particulés du virus qui va être arrêté, même si effectivement, il y a toujours le risque que certaines puissent passer. Dans tous les cas, c'est toujours une barrière physique, et donc c'est ce que j'avais déjà suggéré, c'est que si vous avez même une écharpe ou n'importe quoi, c'est toujours mieux que rien, à défaut d'avoir des masques chirurgicaux. Donc l'intérêt des masques en tissu, en lin, si vous n'avez rien d'autre, c'est toujours efficace. Et autre chose, c'est que si toute la population porte un masque, on va quand même diminuer la quantité de virus. Donc ça, ce sera probablement dans les mesures de déconfinement, on y viendra un petit peu après. Deuxième partie maintenant, les traitements à l'étude. On va rapidement débriefer sur qu'est-ce qui est en cours de test et qu'est-ce qui pourrait potentiellement marcher.
Premièrement, la chloroquine. Alors ça, la chloroquine, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir. En tout cas, c'est un des traitements qui est à l'essai. Ce sera tout ce que je vais dire pour cette vidéo. Alors, les autres traitements qui sont, alors prometteurs, je ne sais pas, en tout cas qui sont à l'essai, puisque potentiellement ils pourraient marcher, il y a les autres antiviraux. Les antiviraux, c'est principalement certains médicaments qui ont été utilisés ou développés dans le cadre de Ebola. Ça n'a pas marché dans le cadre d'Ebola, mais peut-être que ça pourrait marcher contre le coronavirus, pourquoi pas. Les autres traitements, il y en a notamment des médicaments du virus du VIH, et il y a toute une flopée d'antiviraux ou d'antirétroviraux qui peuvent être testés dans le cadre du coronavirus. On aura les résultats bientôt si ça marche ou pas. Donc, encore une fois, le mécanisme d'action, c'est d'aller tuer le virus avant qu'il ne fasse les lésions au niveau du poumon. Après, dans les autres traitements, on a aussi l'idée de se dire qu'on peut injecter le plasma de patients qui ont guéri. Le plasma, qu'est-ce que c'est ? C'est un des constituants du sang. Si on centrifuge, si on prend du sang et qu'on le centrifuge pour séparer les différentes parties, on va retrouver quoi ? On va retrouver principalement du plasma. Le plasma, en gros, c'est le liquide du sang qui va contenir en plus certaines protéines, certains anticorps et certaines petites molécules. Et ensuite, on va retrouver de l'autre côté tout ce qui va être globules, cellules, donc principalement les globules rouges, les globules blancs. Donc, on peut séparer le sang en plasma, c'est tout ce qui va être en gros liquide et de petite taille, et ensuite tout ce qui va être plus grosses cellules. Donc, dans ce plasma, qu'est-ce qu'il y a ? Dans le plasma des patients qui ont eu le coronavirus, eh bien il y a des anticorps. Un patient qui a guéri, ça veut dire qu'il a développé les anticorps. Les anticorps, ce sont des molécules de l'immunité qui reconnaissent un virus, une bactérie, en tout cas quelque chose d'étranger à l'organisme, un agent pathogène, et quand on va rencontrer ce virus, eh bien les anticorps vont être cette fois-ci sécrétés en beaucoup plus grand nombre, et donc pour assurer en fait une réponse immunitaire plus rapide, plus efficace, et en gros c'est le mécanisme de la vaccination. Sauf que là on n'a pas encore de vaccin, et donc on se dit quoi ? Eh bien on se dit tous les patients qui ont guéri, potentiellement on pourrait prélever leur sang, le centrifuger, en faire du plasma, et injecter ce plasma aux personnes qui sont atteintes, qui sont en cours d'infection par le coronavirus. En gros, ce plasma contiendrait les anticorps spécifiques contre le coronavirus, et donc si on l'injecte, eh bien ces anticorps vont aller aider la personne qu'on traite à combattre le coronavirus. Alors effectivement, c'est quelque chose de prometteur, puisque une personne a normalement développé des anticorps. La seule chose de ce type de traitement, c'est que ça reste un produit qui est dérivé de la personne humaine, et donc c'est des médicaments qui existent déjà dans d'autres pathologies, mais qui sont difficiles à manier, on va dire, à conserver et à produire. Je pense que vous vous en doutez, c'est comme en gros des poches de sang, c'est la transfusion, c'est un peu le même principe, sauf que le produit n'est pas le même, mais il faut prélever à des gens. Ensuite, il faut faire tous les contrôles sanitaires pour s'assurer que la personne, par exemple, elle n'a pas d'autres maladies transmissibles, parce que le but, c'est pas, comme l'histoire, le scandale du sang contaminé. En gros, c'est pas d'injecter plus de maladies que ce que l'on peut essayer de guérir. Donc, tout ce qui va être problème, en tout cas, de contamination et de risque sanitaire avec les produits dérivés du vivant, en fait. Alors que quand on crée une molécule, une réaction chimique et qu'on fait un cacheton, c'est beaucoup plus encadré, il y a moins de risques, en tout cas, de risques biologiques. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a tout ce qui va être transport, stockage, ça se congèle. Et ensuite, donc une fois qu'on a ces médicaments, eh bien, quand on veut l'administrer à un patient, il faut une traçabilité. Donc il faut en gros décongeler les poches, les traitements, les administrer. En tout cas, c'est beaucoup plus contraignant et beaucoup plus difficile à manier que des médicaments injectables, en tout cas qui sont générés de façon en gros à la chaîne dans des industries, dans des boîtes pharmaceutiques ou des laboratoires pour en produire un très grand nombre. Donc peut-être que ce sera efficace, il faut le souhaiter, la théorie en tout cas est tout à fait bonne, mais après c'est la question pratique, c'est que c'est probablement pas un traitement qu'on pourra administrer à toute une population, en tout cas pas c'est schématique, mais vous avez compris ce que je veux dire, à la moitié de la planète. Autre traitement aussi, on entend parler des anti-interleukine 6. L'interleukine 6, c'est une des molécules inflammatoires qui va être en cause dans ce qu'on appelle la réponse cytokinique inflammatoire, qui va conduire en fait aux lésions du poumon qui sont graves. Là, je vous ai perdu, donc si je résume, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on rencontre le virus. Chez la plupart des gens, le virus va être éliminé, mais chez d'autres personnes, en fait, la réaction immunitaire va être très forte et il va se produire, en fait, ce qu'on appelle ce fameux orage cytokinique. Les cytokines sont des molécules inflammatoires qui vont créer justement beaucoup d'inflammation, et c'est cette inflammation qui va avoir lieu au niveau du poumon qui va faire que le poumon va en gros fibroser et va avoir toutes ces lésions qui font que les patients sont ensuite en détresse respiratoire aiguë et nécessitent en fait de la réanimation ou de l'intubation pour en fait pouvoir respirer. Donc l'idée c'est de se dire bon, le virus, d'accord, on va pas essayer de lutter contre le virus, mais on peut essayer de limiter la réaction inflammatoire chez les patients les plus graves. Et donc l'interleukine 6, c'était une des molécules de choix qui a été privilégiée. On s'est dit on va aller avec un anticorps, inhiber en fait, détruire en gros les récepteurs de cette interleukine. Donc s'il n'y a plus de récepteurs, l'interleukine 6 va plus pouvoir se fixer aux récepteurs et donc on va diminuer la réponse immunitaire.
Ça, donc c'est un traitement aussi qui est prometteur, en tout cas qui est en cours de test, et on aura les résultats là aussi bientôt, est-ce que ça marche ou pas. Un autre traitement qui pourrait avoir une efficacité, c'est le BCG. Le BCG, c'est le bacille de Calmette et Guérin, donc c'est le vaccin contre la tuberculose, c'est un vieux vaccin qui existe à peu près depuis une centaine d'années, et il permettait en fait de lutter contre la tuberculose. Il prévenait pas la totalité des formes, mais en gros il prévenait les formes les plus graves. Ça prévenait en gros la dissémination du virus sans offrir une immunité parfaite. Ce vaccin, ce qu'on a retrouvé, c'est qu'en fait, il stimulait de façon non spécifique l'immunité innée. En gros, le simple fait d'être vacciné allait protéger contre la tuberculose, mais allait aussi en fait renforcer le niveau d'immunité globale de l'organisme. Et donc là, en fait, on s'est rendu compte quoi, en superposant les cartes, eh bien, on voit que le taux de mortalité dans certains pays, notamment où ils utilisent le vaccin contre le BCG, eh bien, il y a moins de mortalité dans ces pays-là. Donc, encore une fois, on peut interpréter ça comme on veut, ça reste des hypothèses, parce que quand on superpose les cartes, après, on peut leur faire dire ce que l'on veut. Nous, tout ce qu'on voit en superposant les cartes, c'est quoi ? C'est que certains pays sont moins touchés que d'autres, et après, on peut dire, il y en a qui vont dire, regardez, c'est les pays où on utilise la chloroquine, en gros, les pays d'Afrique et d'Amérique du Sud. D'autres vont dire, c'est le vaccin contre le BCG, ou la tuberculose, parce que ce sont des pays où il y a la tuberculose, et donc la tuberculose stimule l'immunité, alors quand elle ne tue pas, bien sûr. Donc après, voilà, vous voyez ce que je veux dire, les cartes, on a une hypothèse, donc l'hypothèse du BCG, elle est aussi licite que l'hypothèse de la chloroquine, et quand on voit quelque chose, une donnée qui est, on va dire, factuelle, eh bien, il faut ensuite l'interpréter et dire maintenant quelle est la relation de cause à effet. Et le fait de dire que dans ces pays-là, ils prennent de la chloroquine, oui, c'est vrai, mais est-ce que ça veut dire que la chloroquine fait qu'ils meurent moins ? Non, ça peut être aussi le vaccin contre le BCG, la tuberculose, le paludisme. En fait, on peut faire toutes les hypothèses qu'on veut, ensuite il faut les prouver. Ce sera la fin de la parenthèse. Donc le BCG, ça pourrait être un traitement prometteur pour augmenter l'immunité globale des individus et en fait faire qu'ils répondent mieux au virus et ils sont plus capables de le détruire tout en ayant moins de réactions inflammatoires qui conduisent aux lésions pulmonaires. Le dernier traitement qui est rigolo, je trouve, c'est le sang de ver marin. Le sang de ver marin, c'est un traitement en fait qui provient d'un ver qu'on retrouve sur les plages et la particularité de ce ver, c'est qu'il contient en fait une hémoglobine. Et donc l'hémoglobine, c'est la molécule qui permet de se lier à l'oxygène, qui est contenue chez l'homme dans les globules rouges et qui permet en fait donc de transporter l'oxygène. Donc en fait, c'est la molécule qui permet l'oxygénation en fait du sang. Ce fameux ver, donc il contient une hémoglobine qui est très particulière et qui a la capacité de lier énormément d'oxygène, donc en fait d'être un très très bon transporteur de l'oxygène. Donc cette molécule, cette hémoglobine particulière, on s'est dit on peut l'extraire du ver marin et l'injecter à l'homme et ça permettrait de l'oxygéner beaucoup mieux. Et effectivement, ça a été testé avec succès dans d'autres pathologies, dans d'autres maladies, notamment dans les transplantations, puisqu'on s'est rendu compte qu'en injectant ça, eh bien, les transplantations se passaient mieux puisque l'oxygénation était meilleure au niveau des tissus. Donc là, l'idée c'est quoi ? C'est de se dire l'hémoglobine de ce petit ver particulier, on la prélève, on la purifie, on en fait un médicament et ensuite on l'injecte aux patients les plus graves. C'est pas un traitement qui va lutter contre le virus, mais tous les patients qui sont graves, qui sont en réanimation intubés et qui manquent d'oxygène, eh bien chez ces patients-là, le fait de leur apporter cette hémoglobine pourrait les oxygéner beaucoup mieux et donc en fait diminuer la gravité de la maladie. Donc là encore, c'est un traitement qui est dans la théorie prometteur, mais il faut confirmer ça sur des patients parce que parfois le nombre de traitements qui sont prometteurs et qui en fait se cassent la gueule, il y en a beaucoup. Encore une fois, c'est une pyramide, beaucoup de traitements candidats, comme on dit, beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Donc à voir si ça se confirme, les traitements, les essais devraient débuter dans les prochains jours. Troisième question qu'on m'a posée, c'est le décubitus ventral. Le fait de mettre les patients sur le ventre au lieu d'une position allongée sur le dos, dans les réanimations, dans les formes les plus graves, à quoi ça sert ? Alors, il faut savoir que quand il y a cette fameuse réaction inflammatoire au niveau du poumon, on parle de SDRA, c'est le syndrome de détresse respiratoire aiguë. C'est un syndrome en fait qui est aspécifique, mais qui généralement existe déjà avant le coronavirus, dans certains types notamment de grippe très graves, dans des défaillances multiviscérales. En tout cas, ce sont des lésions pulmonaires non spécifiques qui font qu'en fait le poumon n'est plus fonctionnel parce que, en gros, les échanges de l'oxygène entre l'alvéole du poumon et le sang se font mal. Donc si l'oxygène ne passe plus entre le poumon et le sang, eh bien le sang est mal oxygéné, donc l'organisme souffre. Le seul problème en fait c'est que dans le coronavirus, eh bien, les patients qui font des formes graves, il y en a beaucoup et ils font donc ce type de syndrome avec des poumons qui sont en fait très très abîmés. Donc l'oxygénation se fait mal et donc l'idée en fait c'est quoi ? Pourquoi est-ce qu'on retourne les patients sur le ventre ? C'est quelque chose d'un petit peu technique mais on va essayer de le simplifier. En gros, quand un patient en réanimation, il est intubé pour lui permettre de respirer avec un respirateur qui permet justement d'envoyer de l'oxygène plus ou moins pur
et de l'expirer en fait ça remplace vraiment la mécanique pulmonaire. Ce sont aussi des patients qui sont sédatés, qui sont curarisés pour justement ne plus avoir à bouger et être compliants, sauf que qu'est-ce qui se passe? Eh bien ce sont des patients qui restent en général assez longtemps, et il va y avoir un gradient qui va se former au niveau du poumon. En gros, les zones qui vont être les plus supérieures vont être globalement bien ouvertes parce que l'oxygène va aller ouvrir les alvéoles. Et l'autre problème, c'est que la gravité, à l'inverse, va faire que les zones les plus déclives, donc les zones postérieures quand on est allongé, vont être au contraire toutes comprimées, parce qu'il y a le poids des organes, la masse du poumon en fait qui va appuyer dessus, le cœur aussi qui va appuyer, la paroi thoracique. Donc en fait, la partie postérieure au niveau du poumon, les alvéoles sont mal ouvertes, on parle d'atélectasie, de condensation, donc en fait elles sont très mal ventilées. Donc plus la machine en fait va pousser de l'oxygène, et qu'est-ce qui va se passer? Elle va bien ouvrir les alvéoles au niveau de la paroi antérieure, mais elle va très mal ouvrir les alvéoles au niveau de la paroi postérieure. Et au milieu, en gros, vous voyez ce que je veux dire, c'est un gradient qui fait que ça s'ouvre de moins en moins bien. Donc le problème, c'est qu'en fait, si on schématise, il y a la moitié du poumon qui est mal ventilé. Donc ce poumon qui est mal ventilé, ça fait ce qu'on appelle un effet shunt, ça veut dire qu'en gros, il y a une surdistension au niveau des alvéoles antérieures et des alvéoles complètement fermées. Donc le but de retourner le patient sur le dos, eh bien, ça fait qu'on permet un meilleur drainage justement de toutes ces alvéoles qui sont postérieures en les rouvrant justement et en améliorant la ventilation du poumon. L'autre chose aussi, c'est que le fait de mettre un patient sur le ventre, eh bien ça permet aussi de favoriser le drainage des sécrétions bronchiques qui vont elles aussi altérer la mécanique ventilatoire et vont causer aussi des lésions, et donc ça diminue les infections. Donc en fait on retourne les patients et ça permet de mieux les oxygéner. La seule chose, c'est que retourner un patient en réanimation, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas comme toi quand tu es dans ton lit que tu te retournes. Non, le patient de réanimation, il a des tuyaux un petit peu partout, des cathéters, il a une sonde d'intubation et aussi il faut se rappeler qu'il est totalement immobile et il ne bouge pas. Ça veut dire que si tu le retournes sur son lit, la tête contre le lit, qu'est-ce qui va se passer? Il va se réveiller 6 heures plus tard, il n'aura absolument pas bougé et il aura une nécrose de tout le visage parce que, encore une fois, le poids de la gravité fait que son visage va être écrasé contre le sol. Donc vous imaginez que c'est pas une situation normale et donc en réanimation il faut faire extrêmement attention. Donc c'est quelque chose qui est risqué, il faut le faire avec précaution, avec des équipes qui ont l'habitude et ensuite il faut bien sûr prévenir tout ce qui va être la gravité qui va justement altérer le visage parce que c'est les reliefs du visage, les yeux, le nez, c'est des choses qui peuvent s'abîmer. Donc il faut faire très attention et c'est quelque chose de difficile à faire. Pas difficile sur le plan intellectuel, mais difficile sur le plan de la réalisation pratique. Donc encore une fois, s'il y a un patient dans une unité de réanimation à retourner, c'est pas très grave, ça se fait, mais s'il y a toute l'unité et la totalité des patients, eh bien c'est extrêmement consommateur en termes de ressources, et donc encore une fois, bravo à toutes les équipes paramédicales, médicales qui font ce travail-là et justement qui permettent que ça se passe très bien. Donc voilà pourquoi le décubitus ventral dans le coronavirus peut permettre d'améliorer les lésions en favorisant l'oxygénation au niveau du poumon. Quatrième question maintenant qu'on me pose, c'est où sont passés les gens? En gros, on dit que les hôpitaux, il n'y a plus que du coronavirus, mais est-ce que les gens ne sont plus malades à côté de ça? Tous les gens qui ont des problèmes cardiaques, des problèmes de reins, des problèmes de poumons, puis en fait, tous les gens qui étaient malades avant, où est-ce qu'ils sont passés? Alors c'est une bonne question, j'ai pas la réponse de façon exhaustive, mais en tout cas, il y a déjà des pistes. Premièrement, c'est que effectivement, on a reporté toute l'activité qui n'était pas urgente. Ça veut dire que tous les gens qui consultent pour des choses pas urgentes, par exemple un petit peu d'arthrose au niveau du doigt, une bobologie, une intervention qui peut être reportée ensuite, par exemple une intervention de chirurgie esthétique, ou même une intervention moins urgente, par exemple une intervention pour une hernie inguinale. Tout ça, ça peut être reporté et on peut le faire dans 3 mois, 6 mois, 1 an, sans que ça n'ait vraiment de conséquences. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire tôt, mais ça veut dire que si on le reporte, eh bien, c'est pas quelque chose de dramatique. Donc dans le contexte actuel, toutes les interventions non urgentes, et je ne sais plus le chiffre exact de l'activité que ça représente, eh bien tout ça c'est décalé et on verra plus tard. Donc effectivement, ça veut dire que tout cela, ils vont revenir en boomerang après l'épidémie et donc il va y avoir une grosse deuxième surcharge de travail. Il va falloir s'y préparer, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est la première partie des gens. Deuxièmement, c'est qu'il y a la peur des patients d'aller aux urgences. Même les patients qui ont des vraies maladies, des vraies choses urgentes, eh bien, ils ont peur d'aller aux urgences parce qu'ils ont peur d'attraper le coronavirus. Et ils se disent, mais je vais être dans une salle, ça va être la guerre, on va me tousser dessus, on va me cracher dessus, il y a une chance sur 2 que je sois malade en sortant. Donc effectivement, il y a des patients qui nécessiteraient une hospitalisation, qui nécessiteraient des soins urgents, mais qui par crainte vont rester chez eux et ne vont pas aller aux urgences, ne vont pas être soignés
soit ils vont mourir chez eux, effectivement ça risque d'être aussi le problème et d'être une conséquence, un dommage collatéral, soit ils vont arriver à l'hôpital quand vraiment ça va être le stade en gros où ça ne va plus du tout. Donc ils vont arriver à l'hôpital dans des états beaucoup plus graves que s'ils avaient été pris en charge avant. A l'inverse, tous les gens qui viennent aux urgences, et il y en a plein qui viennent aux urgences pour n'importe quoi, ouais j'ai mal au doigt depuis 3 ans, j'ai un bouton qui me gratte, tout ça, les trucs en fait de merde qui ne nécessitent même pas d'aller aux urgences, et bien tout ça, tous ces gens-là qui restent chez eux, et je crois que c'est 20% de l'activité des urgences, ou un truc comme ça, enfin c'est énorme, des gens qui ont même pas besoin de venir aux urgences et même pas besoin de voir un médecin, en gros des consultations inutiles, et bien ils restent chez eux, et tout ça c'est tant mieux. En gros, si t'as le doigt qui te gratte et que tu te dis bon, je peux peut-être mourir en allant aux urgences si je me fais contaminer, donc je vais rester chez moi, et bien tout ça, donc c'est entre guillemets, c'est un bon allègement des urgences et des hôpitaux. Ensuite, il y a aussi une réorganisation de l'activité, et les téléconsultations se sont extrêmement développées, notamment à l'hôpital. En gros, on assure les consultations pour les patients par le biais soit du téléphone, soit de la webcam. En tout cas, on continue de garder le contact avec les patients, on leur donne des ordonnances, et on s'assure que leur maladie n'ait pas de nécessité à venir à l'hôpital. Et encore une fois, par téléphone, on peut faire en fait beaucoup de choses. Autre élément d'explication, c'est qu'il y a aussi moins de bobologie, moins d'accidents de la route. Les gens sortent plus, donc ils font plus les idiots dehors, alors il y en a encore, mais tout ça c'est des consultations en moins. Voilà un élément de réponse où sont passés ces patients. Certains en fait n'avaient pas besoin d'être à l'hôpital de base, donc ils sont chez eux, c'est très bien. D'autres en fait avaient pas forcément besoin non plus d'être à l'hôpital tout en étant malades, et bien ils sont régulés par téléphone, par les médecins de ville aussi qui assurent un super boulot, et donc tout ça, ça permet justement de maintenir les gens à flot. Et malheureusement, il y a aussi des dommages collatéraux, c'est quand les hôpitaux sont pleins et qu'il y a des vraies urgences, et bien il y a aussi une vraie problématique de gens qui vont être malades, qui sont en train en fait de s'aggraver chez eux sans consulter, et qu'on va retrouver après l'épidémie soit morts, soit dans des états catastrophiques, parce que malheureusement c'est parfois aussi difficile de réguler les choses à distance. 5e question, un petit mot sur le déconfinement. Alors le déconfinement, on va y venir. La question c'est comment. Et effectivement, il y a plusieurs modalités qui vont être étudiées par le gouvernement, qui sont déjà en cours d'étude. A priori, Macron il parlera lundi soir. C'est encore un peu tôt, je pense, pour parler de déconfinement, parce que pour l'instant, on est encore à la phase de plateau, les hôpitaux sont encore saturés, et le risque, en gros, c'est que si demain on vous dit vous pouvez sortir, qu'est-ce qui va se passer ? Tout le monde va se recontaminer, et donc dans 2 semaines, on aura un nouveau pic d'épidémie. Et actuellement, on est déjà assez surchargé dans les hôpitaux pour pas avoir besoin de ça. Donc c'est une problématique qui va être difficile, et j'ai pas de réponse. Malgré tout, on peut envisager plusieurs pistes. Premièrement, un déconfinement progressif avec des critères. Par exemple, je sais pas, les personnes jeunes, les personnes qui travaillent, les personnes qui ont déjà été malades avec un test qui montre qu'ils ont été déjà infectés par le virus. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être vues. En gros, on protège les plus fragiles, on laisse les personnes qui sont valides, qui travaillent, sortir dehors. Et en gros, on pourrait aussi dire qu'on interdit toutes les activités loisirs, mais qu'on autorise les gens à sortir de chez eux pour aller travailler, ce qui permettrait aussi de relancer l'économie. Je suis pas un politicien, je suis pas un économiste non plus, mais ça pourrait être une solution, en tout cas, de ce que j'envisage de façon extrêmement basique et simpliste. Et encore une fois, ça nécessite d'être approfondi beaucoup plus. Autre solution, les solutions peuvent se combiner, c'est d'utiliser un masque. Si tout le monde sort avec un masque, comme j'ai dit tout à l'heure, même si effectivement ça protège pas à 100%, mais si on réduit les contaminations de moitié ou par 3, c'est déjà énorme. Et donc si on sort tous avec un masque et qu'on se crache plus les uns les autres, il y aura beaucoup moins de virus circulant, donc moins de contamination, et donc ça pourra là aussi permettre, tout en sortant, d'étaler un petit peu l'épidémie. Le problème, c'est que là aussi, il faut des masques, ou à défaut, encore une fois, des masques de fortune qui peuvent protéger plus ou moins bien selon la qualité des masques. Donc le déconfinement, c'est pas pour tout de suite, mais il va falloir l'envisager, et selon quelle modalité, ça je sais pas, je laisse les gens qui réfléchissent mieux que moi le faire à ma place. Dernière question, et ensuite on aura fini, est-ce qu'on peut être réinfecté par le coronavirus ? C'est une question qui n'a pas encore de réponse, parce que ça fait que 3 mois que le coronavirus, entre guillemets, existe, donc on n'a pas encore toutes les réponses. Mais comment est-ce que se fait l'immunité dans un virus ? Comme j'ai expliqué rapidement tout à l'heure, quand on rencontre un virus, on produit des anticorps, c'est-à-dire qu'on reconnaît l'ennemi, entre guillemets, on l'analyse, et le système immunitaire va ensuite produire des défenses spécifiques. Donc théoriquement, quand on a ces anticorps en mémoire et circulant, on est immunisé face à la maladie. Ça veut dire que si on a un taux d'anticorps dans le sang qui est détectable, qui existe, si on re-rencontre le virus, on peut envoyer des anticorps qui sont efficaces tout de suite, et donc ne pas se réinfecter, ne pas refaire la maladie.
Le seul problème, le seul point noir, c'est qu'il y aurait eu des cas apparemment de réinfection, en gros des gens qui étaient testés négatifs par les tests, les tests disaient il n'y a plus de virus, et ensuite ils ont eu à nouveau des tests positifs ou des symptômes. Alors les explications qui sont avancées pour ça, c'est pas forcément de parler d'une réinfection, parce qu'a priori, même si on pourrait se réinfecter, ce qui est pas encore sûr encore une fois, mais actuellement c'est beaucoup trop précoce pour pouvoir parler d'une réinfection, donc c'est quelque chose de très peu probable. Les hypothèses privilégiées pour ces réinfections qu'on peut voir dans différents médias ou qui font les gros titres, ce serait plutôt a priori que les tests, par exemple, de dépistage ont été mal faits. Par exemple, on n'a pas brossé assez loin, ou alors le virus a été perdu pendant le transport, ou alors c'est fragilisé, donc c'est dégradé, en tout cas des conditions techniques. En fait, le virus, il était là, mais on l'a pas trouvé. Et ensuite, on l'a trouvé une deuxième fois, et c'est pour ça que le test s'est positivé ensuite. En gros, positif, négatif parce que conditions techniques mauvaises et positif à nouveau. Mais a priori, si on a des anticorps, on est immunisé. Toute la question réside dans le fait de savoir combien de temps vont durer ces anticorps, puisqu'il y a des maladies qui immunisent de façon très prolongée. En gros, une fois qu'on a les anticorps, on les a pendant toute la vie, et d'autres maladies où les anticorps, on va les perdre plus ou moins rapidement. Par exemple, on peut imaginer 2 scénarios. On est malade par le coronavirus, on produit les anticorps, et les anticorps durent toute la vie, donc ça veut dire qu'on ne peut plus le réattraper. Deuxième scénario, on produit aussi les anticorps quand on est malade, mais ces anticorps, ils durent 1 an, 2 ans, donc ça veut dire que par exemple, dans 3 ans, si je rencontre le coronavirus, je peux être malade. Et le problème de ça, c'est qu'actuellement, on n'en sait rien du tout, et donc ça, il faudra attendre pour le savoir. Donc c'est le risque, c'est qu'il y a ensuite des nouvelles vagues d'épidémies et de réinfections si ces anticorps venaient à être en fait pas très durables. Donc c'est la fin de ce question-réponse, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à poser d'autres questions, à commenter, et je vous dis sinon, qu'est-ce que je vous dis ? Retrouvez-moi sur Instagram, Dr Miaous, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.